Le Québec, dont la devise est « Je me souviens », souffre-t-il d'un trou de mémoire? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Trou de mémoire d'Hubert Aquin. Par hasard, j'ai découvert que la bibliothèque de Zurich a un fonds important, très intéressant d'œuvres québécoises, notamment des années 60. J'ai vu qu'il semblait y avoir tout Gabriel Roy, tout Anne Hébert, tout Régent Ducharme et les œuvres complètes d'Hubert Aquin. J'ai déjà lu à 2 reprises au moins le roman Prochain épisode d'Hubert Aquin, mais je ne connaissais pas ses autres œuvres, alors j'ai décidé de prendre Trou de mémoire. Hubert Aquin est né en 1929 sur la rue Saint-André à Montréal. Il a obtenu son baccalauréat en philosophie de l'Université de Montréal en 1951. Il a étudié à l'Institut d'études politiques de Paris. Il a été réalisateur et scénariste à Radio-Canada, producteur et réalisateur à l'Office national du film. Hubert Aquin était militant séparatiste, qu'on disait à l'époque. Il a été membre du RIN, du Rassemblement pour l'indépendance nationale, entre 61 et 68. Il a notamment publié une lettre dans Le Devoir où il annonçait prendre le maquis et passer à des actes de violence révolutionnaire. Pas longtemps après ça, il s'est fait arrêter par la police alors qu'il conduisait une voiture volée et qu'il était en possession d'une arme à feu. Son avocat lui a recommandé de plaider à la folie passagère. C'est pendant son séjour en institution psychiatrique qu'il a rédigé son premier roman, Prochain épisode. Hubert Aquin a publié 5 romans, 2 recueils d'essais, Point de fuite et Bloc erratique, un recueil de nouvelles. Trou de mémoire a été publié en 1968. C'est le volume 4 du 3e tome de l'édition critique complète chez Bibliothèque québécoise. Hubert Aquin, pour sa part, s'est suicidé en 1977. L'intrigue de Trou de mémoire. Le roman s'ouvre sur une lettre d'Olympe Guézo Kinoum, un pharmacien nigérien qui écrit au pharmacien montréalais Pierre X. Magnan, qu'il admire un discours révolutionnaire que Magnan a écrit. Olympe est lui-même révolutionnaire et aimerait entrer en contact. Après cette lettre, le roman commence en tant que tel. C'est Pierre X. Magnan qui en est le narrateur. Il vient de gober 5 pilules et qui lui font vraiment vivre un gros high. On suit ce high, on sent véritablement la drogue qui a de plus en plus d'effet et qui retombe par la suite. Il confesse qu'il vient de tuer son amante, son amoureuse peut-être, Joan. Joan est une anglo-montréalaise qui travaille au laboratoire de biochimie de l'Université McGill et c'est là qu'il l'a tuée après avoir fait l'amour avec elle, observée par des singes qui sont en cage tout autour. Et Pierre X. Magnan raconte la chose en repassant sur les événements et en allant toujours un peu plus en profondeur, en ajoutant à chaque fois des détails. Dans ce récit, il y a des notes de bas de page. Et là, on a un éditeur qui vient nous dire, par exemple, ce passage est écrit de telle manière, si c'est tapé à la dactylo, il corrobore certains événements. Et puis l'éditeur, à un moment donné, interrompt le récit pour dire, ce passage, je ne vous le présente pas, c'est trop violent, c'est trop vulgaire, je l'enlève du récit. Une autre fois, pour dire qu'il était lui-même un ami proche de Pierre X. Magnan, et même s'il n'est pas éditeur de métier, c'est pour ça qu'il entreprend d'éditer ce manuscrit. On retourne dans le récit de Magnan, on apprend que Joan a une sœur qui est infirmière à Lagos au Nigeria. De nouveau, le récit s'interrompt, et cette fois, c'est une femme narratrice qui dit « Tout ce que vous venez de lire depuis le début, c'est moi qui l'ai écrit, j'ai tout inventé. » Et en fait, Joan, c'est mon amante à moi. C'est une scénographe. On a des pages entières avec du vocabulaire d'histoire de l'art, de réflexion sur les décors de théâtre. Je dois avouer que j'ai été surpris d'avoir ce personnage lesbien en plein milieu du roman. Agréablement surpris. Et puis ça coupe de nouveau et l'éditeur revient et dit « Ce matin, quand je suis arrivé à mon bureau, ce passage avait été ajouté au manuscrit. » Donc, on ne sait pas qui écrit, qui est vrai, qui est faux. Un peu plus tard, ça coupe de nouveau, et cette fois, le narrateur, c'est Olympe, le pharmacien africain, qui arrive à Lagos, qui cherche son amoureuse, RR, la sœur de Joan, et elle lui dit qu'elle vient d'apercevoir Pierre X. Magnan, alors que nous, on avait appris que Pierre X. Magnan était décédé. Ils prennent un avion vers la Suisse pour finalement aboutir à Lausanne, et alors qu'ils s'en allaient faire une promenade, RR disparaît. Olympe la cherche partout, se fait emprisonner une nuit, et quand il rentre à la chambre d'hôtel, elle est là. Et elle affirme s'être fait violer par Pierre X. Magnan. Sauf qu'à chaque fois qu'elle essaie de raconter le viol, elle s'arrête au moment où elle a vu Pierre X. Magnan, et elle ne peut rien raconter d'autre. C'est comme si elle avait
de fait, un blanc de mémoire. On se demande si le viol a vraiment eu lieu, si Magnan est vivant ou s'il est mort, si c'est une fantaisie qu'elle vit ou pas. Les deux personnages finissent par revenir à Montréal. Le nœud de l'intrigue est très complexe et finit par se clarifier, plus ou moins. J'ai vu plusieurs thèmes ou motifs qui m'ont fait penser à prochain épisode. Le côté espionnage, prochain épisode est un roman d'espionnage. La présence de la Suisse, le dossier explique aussi les voyages de Aquin en Suisse. Les glissements. Dans le prochain épisode, il y a beaucoup de glissements de lieux, de narration, de temps. Ici, il y a cette même idée qu'on n'est jamais certain de qui parle, où on va. Mais je pense que le rapprochement le plus évident, c'est le rapport au séparatisme, à la révolution. Bon, il y a la présence de l'Afrique dans les deux romans, et il ne faut pas oublier que la décennie des années 60, c'est la décennie d'indépendance des pays africains, que plusieurs de ces pays ont flirté avec la révolution, avec le socialisme aussi, donc des idées dont on peut deviner qu'Aquin était proche. C'était présent dans la vie d'Aquin, c'est présent dans ses œuvres. Il y a des échos entre Magnan et Aquin, entre un discours que Magnan doit tenir et un discours qu'Aquin a tenu. La présence du séparatisme ou du nationalisme, de la politique, donc, est à ce point importante que par moments, je me suis demandé si Joan n'est pas tout simplement une métaphore pour le Canadien français par rapport au Canada anglais. Magnan était un homme à femme. Dès qu'il s'attachait à une femme, il la laissait tomber pour passer à la suivante. Et à un moment donné, il écrit « Mon comportement sexuel est à l'image d'un comportement national frappé d'impuissance. Plus ça va, plus je sens bien que je veux violer. » Comportement national frappé d'impuissance, c'est facile de faire un parallèle avec la perception que Aquin avait du Québec des années 60. Le viol, bon, c'est une préfiguration du viol qui arrivera plus tard dans le roman, mais c'est pour vaincre l'impuissance que cette idée de faire violence à l'autre, est-ce que c'est faire une violence sexuelle à une femme, ou bien si c'est pas aussi faire une violence politique? Le parallèle est là. Il y a beaucoup de choses qui rapprochent ce roman des œuvres de la décennie des années 60, qui est une décennie marquante pour ce qu'on appelle la Révolution tranquille au Québec. Caractéristique des œuvres des années 60, c'est le rapport à la langue. Il y a une affirmation de la langue québécoise. On veut cesser d'avoir honte de notre manière de parler. Ça n'est pas une langue moins bonne que le français de France. Et ça passe notamment par les néologismes, l'invention de nouveaux mots. Ce qu'on a chez Ducharme, évidemment, mais ce qu'on a aussi ici chez Aquin. Mais dans un même ordre d'idées, cette liberté langagière, elle se retrouve dans un jeu de niveaux de langue. Il y a beaucoup de langue soutenue. C'est un texte qui est vraiment en langue littéraire, en langue soutenue. Quand c'est Magnan qui écrit, il y a beaucoup de termes de pharmacie, de psychologie, mais parfois des vulgarités, des sacres, des jurons. Donc, il y a cette variation des niveaux de langue, donc une affirmation linguistique. Autre trait caractéristique des œuvres des années 60, c'est le rapport à l'histoire. On a redécouvert une histoire du Québec. En fait, on a oublié ou mis de côté l'histoire récente, des années 30 aux années 50, en considérant que l'époque de Duplessis, c'était une grande noirceur, mais on a eu un grand intérêt pour l'histoire des Patriotes, donc de la rébellion des Patriotes. Et les Patriotes sont vraiment importants ici. Il y a régulièrement des références ou des allusions. Mais cette affirmation québécoise ne se fait pas dans un repli identitaire, elle se fait dans une ouverture sur le monde. Donc c'est pas on s'assume comme Québécois en se refermant sur nous et en ne parlant que de notre petit terroir. On s'affirme comme Québécois parce qu'on est un peuple qui a droit à une voix internationale comme les autres. On vaut autant que la Suisse ou que le Nigeria. Je suis en train de faire le montage de mon vidéo, puis je me rends compte que j'ai beaucoup trop parlé pour tout faire rentrer dans 10 minutes, comme j'aime le faire généralement. Fait que la belle, longue citation qui illustre tout mon propos, je vais la mettre dans un deuxième vidéo. Allez voir ça.